J'ai pas d'idée pour l'intro d'aujourd'hui, donc toutes mes intros sont catastrophiques. Une intro sobre pour changer. Ouais, on peut essayer, on peut essayer. Et salut YouTube, merci d'être là. Ceci est une intro sobre à la demande du chat. La sobriété incarnée. Merci d'être là, merci pour la force, merci de soutenir la chaîne. Merci à toutes les personnes qui commentent, qui lâchent des likes, à toutes les personnes qui soutiennent aussi sur Tipeee. C'est grâce à vous que je peux faire mon travail en toute indépendance. Vous êtes trop cool, vous régalez. Merci beaucoup. On va parler d'une actu que je ne pensais pas forcément discuter avec vous, la fameuse histoire de la gifle, une gifle qu'a reçue Emmanuel Macron récemment face caméra. Perso, quand j'ai lu l'info, je vais être très honnête avec vous, ben moi j'ai surtout haussé les épaules et je me suis dit que je m'en foutais, mais alors profondément, et que ça ne m'intéressait pas du tout, donc je suis passé à autre chose. J'ai continué ma petite vie, j'étais là, hop, 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 je faisais des choses intéressantes et tout machin, et j'ai vu quand même que ça arrêtait pas de revenir comme ça sur mon téléphone dans mon fil d'actu, et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi est-ce que ça n'arrête pas de repopper? Qu'est-ce qui est en train de se passer autour de ce truc? Donc je me suis dit, je vais regarder comment l'affaire a été traitée dans les médias. J'ai plus la télé depuis pas mal d'années, mais je me suis dit, bon, la télé, ils ont pas déconné, ils en ont pas fait des unes, ils en ont pas fait des directs, ils ont pas... que nenni. Évidemment, j'ai découvert que la télévision en avait fait absolument n'importe quoi, que c'était devenu une énorme affaire internationale, que c'était allé au point que Macron avait dû s'exprimer sur le sujet. Et là, je me suis dit, eh bien, si sur la question de la gifle au départ, il y avait peut-être pas grand-chose à dire, sur son traitement médiatique, alors là, je pense qu'on a un vrai sujet, un sujet vraiment intéressant. Donc, on ne va pas parler de la gifle, on ne va pas faire de pseudo-analyse du sujet, on va plutôt parler du traitement médiatique de l'affaire et de la manière dont se fabrique une actualité en fait dans le champ médiatique. Il y a un anthropologue qui s'appelle Élisée Véron qui disait que au final, les événements sociaux n'existent pas, qu'ils n'existent que dans la mesure où les médias les façonnent. Ils ne sont donc en rien des morceaux de réel que les médias amèneraient intacts jusqu'à nous, ils sont des productions. Et je vous propose qu'on essaye de réfléchir à partir de la proposition d'Élisée Véron, de se dire comment est-ce qu'on fabrique des événements sociaux et comment en fait les médias vont façonner notre rapport au réel autour d'une affaire qui pourrait ne pas en être une et la manière dont justement on produit une séquence politique à partir de pas grand-chose. Tout part de là, tout part de cette séquence vidéo. Donc on a Emmanuel Macron et Brigitte Macron, sa femme, qui sont dans un avion à l'aéroport d'Hanoï au Vietnam. On dirait, on dirait le début d'une mauvaise blague. Emmanuel et Brigitte sont dans un avion. La porte s'ouvre et un journaliste d'Associated Press, je sais pas le dire, d'Associated Press, filme cette séquence qu'il va ensuite diffuser et qui va tourner en masse sur Twitter. On voit quasiment que dalle, c'est filmé très loin. Donc Brigitte est hors champ, on voit qu'elle porte, disons, vigoureusement ses mains au visage du chef de l'État. On a parlé d'une baffe, en fait, on voit que c'est plutôt les deux mains, comme si elle le repoussait. Si on réfléchit en journaliste, en réalité, on n'a pas vraiment d'éléments pour trancher, affirmer quoi que ce soit sur ce qui s'est produit. Bien sûr, moi, je pense qu'il faut être attentif à toute dynamique qui pourrait relever d'une forme de violence conjugale, mais il faut pas non plus extrapoler, je trouve, une seconde de vidéo mal filmée et en faire un million de théories. On n'a pas assez d'éléments et tout ce qu'on peut faire, c'est être dans une espèce d'extrapolation de tout. Donc on peut en prendre note, tu vois. On peut se dire, oui, c'est arrivé, c'est un peu chelou. Est-ce que c'est une gifle? Est-ce que c'est un geste de complicité? Ça va être la ligne de défense de l'Élysée. Bon, ben, je le redis, d'un point de vue de journaliste, on n'a pas d'éléments pour trancher, on n'a rien pour affirmer quoi que ce soit. Je redis aussi, il faut être attentif aux dynamiques de violence conjugale, mais il faut pas tomber dans une extrapolation d'une seconde de vidéo mal filmée et devenir des espèces de théoriciens du complot en disant, oui, mais il y a eu ci, il y a eu ça, nanani, nanana, etc., etc. Le vrai truc qui pour moi est central là-dedans, c'est que il va y avoir un déroulé, il va y avoir une espèce de timeline médiatique qui va se mettre en place à partir du moment où ces images sont diffusées et qui va créer une actu qui va prendre différentes significations selon comment on va les traiter par différents médias. Premier traitement de cette actualité, l'Élysée. L'Élysée va commencer par mentir en prétendant que ce qui s'est passé ne s'est pas passé. Ils vont dire que c'est une fake news et ils vont aller même jusqu'à dire que c'est des images qui ont été fabriquées par les Russes à l'aide d'une IA.
c'est quand même pas rien, tu vois. On a littéralement la communication officielle du président de la République qui ne dit pas, qui n'essaye pas de nuancer la chose, qui dit simplement la chose n'existe pas, elle n'est pas arrivée, ce n'est pas réel. Problème, ça a été filmé par des journalistes plutôt officiels qui ont tout de suite pris la mouche parce que en gros, ce qu'on remettait en question, c'est leur éthique professionnelle. On a dit aux journalistes en gros de la Society de Presse, vous êtes des menteurs, vous diffusez des fake news, c'est des images paria, vous travaillez pour la Russie. Non, à un moment donné, ils étaient pas du tout d'accord pour laisser cette rumeur-là s'installer à leur encontre. Donc, ils ont fait la preuve de la réalité des images et il a bien fallu reconnaître que c'était vraiment arrivé. Tout de suite, il y a un premier point qui me semble central, c'est qu'on voit comment l'idée des fake news peut être instrumentalisée pour créer de la désinformation. On a tendance à penser que la fake news, au final, c'est le seul moyen de produire de la désinformation. Mais à partir du moment où des fake news existent, à partir du moment où on est dans un espace médiatique comme le nôtre, où au final la question du vrai et du faux est centrale dans les médias, on se rend compte que l'idée même de la fake news, quand bien même il n'y a pas de fake news au départ, peut être instrumentalisée pour produire de la fake news. On peut utiliser l'idée qu'il existe de partout du faux pour produire en réalité du faux. Le problème des fake news, c'est pas seulement qu'elles déforment la réalité, c'est qu'elles déforment notre rapport collectif à la vérité qui fait que, à un moment donné, toute information peut paraître vraie ou peut paraître fausse. Et si on instrumentalise ça d'un point de vue politique ou médiatique, ça veut dire qu'une information vraie, à partir du moment où il y a ce soupçon permanent de la fake news, va parfois pouvoir être désignée comme une fake news, qui va créer en fait un jeu sur la désinformation où plus personne ne sait de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de quelque chose de réel ou pas? Ça se voit beaucoup en fait dans les grandes affaires aujourd'hui médiatiques, par exemple quand il y a des accusations de détournement de fonds, quand il y a des enquêtes journalistiques très poussées d'investigations qui sont faites, etc., etc. Aujourd'hui, on va avoir souvent une défense politique qui est de dire non mais c'est des fake news, c'est de la désinformation, rien de tout ça n'est vrai, etc., etc. Quand bien même tout est démontré, qu'il y a des preuves, et au final en fait on joue sur la sensation collective qu'aujourd'hui, on ne sait plus où est le vrai et on ne sait plus où est le faux. Et c'est exactement ce que fait l'Élysée. L'Élysée, là, en fait, ils instrumentalisent totalement cette relation au vrai et au faux en disant « Mais attendez, cette image est évidemment fausse, c'est une fabrication des médias russes, c'est un mensonge, c'est de l'IA. » Donc on voit comment la fake news produit en fait aujourd'hui une défiance collective sur l'information. Et ça, forcément, c'est un énorme problème quand ça commence à être instrumentalisé par des États. Parce que là, c'est pas juste Macron qui ment, c'est la communication officielle du président de la République française. C'est extrêmement grave. On vit en fait dans une époque où il faut pas seulement craindre les fake news du coup, mais aussi l'usage politique de l'idée de la fake news. Et à partir de là, ça nous amène dans une ère de la désinformation où la simple existence de fausses informations fait que toute information devient suspecte. C'est pas qu'il faut pas faire attention au complotisme, aux fake news, qu'on se comprenne bien, mais ça devient une manière en fait de jeter l'anathème sur tout adversaire politique d'un seul coup, qui que ce soit qui parle, qui n'est pas dans son propre champ, son propre espace politique, son propre espace médiatique, tu peux le montrer du doigt et dire attends, mais lui là, il ment, lui il fait des fake news, lui c'est un complotiste, lui ce qu'il raconte c'est n'importe quoi. Et en fait tout le monde se renvoie la balle, mais la sensation globale quand tu es quelqu'un qui regarde les médias, je sais pas si vous l'avez, si vous ressentez la chose comme moi je la ressens. En fait, c'est que on vit dans un monde où tu as l'impression que tout est faux tout le temps, quoi. Tu sais plus où regarder et où donner de la tête pour savoir, pour séparer le vrai du faux. Hein. Mais je vous propose de réfléchir, changeons notre fusil d'épaule et essayons pour une fois de réfléchir en nous mettant à la place des communicants de la Macronie. Pour une fois, partons du principe que peut-être que la Macronie, ils ont aussi leurs raisons. Je dis pas que c'est une bonne chose de mentir, mais je me dis, bon, est-ce que aussi il n'y a pas une volonté d'étouffer cette affaire parce qu'il y a des gros problèmes en partie autour de fake news, de rumeurs complotistes qui touchent Brigitte Macron et qui prennent parfois des proportions extrêmement difficiles à minimiser. Ça fait maintenant quelques années que Brigitte Macron est la cible d'attaques politiques et de campagnes de désinformation qui sont quand même assez vénères, qui sont orchestrées par des adversaires politiques ou des groupes extrémistes et complotistes. Depuis 2017, par exemple, il y a une théorie complotiste qui prétend que Brigitte Macron serait née assignée homme à la naissance sous le nom de Jean-Michel Trogneux et que donc Brigitte Macron serait une femme trans. C'est une rumeur qui n'a, je le dis et j'insiste vraiment si vous l'avez vu passer à droite à gauche,
qui n'a aucun fondement et qui a été lancé en fait dans une émission d'une médium sur YouTube par absolument n'importe qui, reprise ensuite dans le journal complotiste qui publiait des négationnistes faits et documents, hein, qui est vraiment un torchon. Et cette rumeur, elle a ensuite largement diffusé sur les réseaux sociaux et elle a été reprise en masse par toutes les sphères complot de service. C'est allé jusqu'aux États-Unis. Il y a des livres qui sont aujourd'hui écrits par des personnalités comme Candace Owen, qui est une représentante de l'extrême droite états-unienne, grande soutien de Trump, qui parle de l'affaire Jean-Michel Trogneux et qui prétendent le démontrer, etc., etc., etc. On voit en fait la manière dont on essaye absolument de démontrer quelque chose du côté de Brigitte Macron pour s'en prendre finalement à Emmanuel Macron. Ça utilise la transphobie, évidemment, pour s'en prendre à Macron, qui a toujours eu des espèces de rumeurs LGBT-phobes autour de lui. Vous savez, c'est les gens qui disent « Ah, mais Macron, de toute façon, il est gay, ça se voit, patati patata ». Là, maintenant, c'est une manière... En fait, c'est une manière pour eux de moquer, humilier, diminuer Emmanuel Macron en le mettant dans des relations, donc soit LGBT, soit avec des personnes trans, comme si c'était une humiliation, comme si c'était mal, comme si c'était je ne sais quoi. En fait, tout ça s'appuie sur un substrat qui est un substrat de discrimination dégueulasse. C'est pas la première fois que ça arrive. Brigitte Macron a subi donc cette rumeur transphobe, mais l'ex-première ministre néo-zélandaise Jacinta Ardern et l'ex-première dame américaine Michelle Obama avaient elles aussi été ciblées par des rumeurs prétendant qu'elles étaient nées assignées hommes en 2017 et 2018. Et on voit que ça fait partie d'une stratégie politique dégueulasse, hein, on s'entend bien, mais pour s'en prendre du coup à la Macronie ou à des gouvernants, d'attaquer les premières dames et en faisant courir des rumeurs LGBT-phobes, transphobes, sexistes, etc., etc. Si vous voulez, on a un contexte quand même politique qui explique potentiellement qu'on puisse vouloir étouffer une affaire comme celle-là. Mettons-nous à la place d'un communicant de l'Élysée 5 minutes. On se dit, là, il y a cette séquence qui est arrivée, on se dit, ah mon Dieu, si ça commence à sortir, à tourner, que ça arrive dans les sphères complotistes, on est parti pour 1 an à parler de ça et à devoir se défendre et à expliquer par A plus B que non, ça va, il s'est rien passé, patati patata. Le problème, c'est que ça montre aussi, du côté de la Macronie, une certaine incompétence vis-à-vis de la communication politique et de la gestion des réseaux. Parce que s'il y a une chose qu'on a appris depuis Internet, depuis des décennies et des décennies, s'il y a une chose qu'on sait toutes et tous, c'est que on ne peut pas faire disparaître une chose d'Internet en prétendant qu'elle n'est pas arrivée. Vouloir effacer, enlever quelque chose d'Internet, c'est le meilleur moyen pour que cette chose devienne le centre d'attention d'Internet en entier. Ne dites pas aux gens, ne regarde pas là. Si tu dis ne regarde pas là, tout le monde est là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu, il y a un truc, regarde, il y a un truc. Ça ne fonctionne pas et ça a même un nom, le fameux effet Streisand, qui vient du nom de la chanteuse Barbara Streisand. L'histoire est assez cocasse quand même. Un mec en avion qui passe et qui ne sait pas qu'il photographie le manoir de Barbara Streisand ou la maison de riche de Barbara Streisand et qui prend des photos des côtes, donc c'est une maison au bord de la mer, qui prend une photo des côtes du bord de mer. Et Barbara Streisand apprend qu'il y a une photo aérienne prise d'en haut de sa maison, se dit « Oh mon Dieu, si ça commence, tous les paparazzis du monde vont vouloir tourner autour de ma maison avec des avions et commencer à prendre des photos dès que je sors dans mon jardin. Je vais faire interdire cette photo et faire condamner le photographe à une amende gigantesque pour que plus personne jamais n'ait envie de faire la même chose. » Grand tollé médiatique, quoi, elle veut faire condamner un pauvre type à 10 millions de dollars, nanana. Et ce qui se passe, c'est que du coup, Internet se met à copier la photo et à la partager, et la photo envahit Internet. Et donc on passe de s'il vous plaît, je veux pas qu'on prenne une photo de ma maison à il y a une photo de ta maison absolument partout sur le net. Et du coup, Barbara Streisand a complètement échoué dans sa stratégie. Elle a voulu cacher son truc en s'en prenant à quelqu'un qui n'aurait pas diffusé cette photo de toute façon dans la presse People ou la presse nationale ou quoi que ce soit. C'est un type qui faisait des photos de l'érosion des côtes là où il vivait, quoi. Et ça a explosé, quoi. Du coup, voilà, donc c'est un effet Streisand, c'est un effet médiatique involontaire qui se produit quand quelqu'un qui essaie d'empêcher la divulgation d'une information en voulant la cacher produit exactement le résultat inverse, à savoir que, en fait, en voulant cacher quelque chose, il attire l'attention dessus, l'attention médiatique se concentre sur cette information en question et du coup, au lieu d'avoir dissimulé quelque chose, ils ont juste attisé l'incendie et c'est maintenant tout le monde est au courant et ça apparaît partout. Ce que nous a fait la communication d'Emmanuel Macron autour de cette histoire de gifle, c'est une démonstration clinique d'effet Streisand. Comment
Ils n'y ont pas pensé. Comment est-ce qu'ils se sont dit, bon, on a le président qui arrive dans un aéroport, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est un lieu fermé, où c'est pas n'importe quel journaliste qui vont prendre des photos. C'est quand même des gens qui sont dans des agences de presse officielles, qui ont des accréditations. Comment est-ce qu'ils se sont dit, on va faire croire que ces journalistes sur le tarmac qui sont en train de filmer Emmanuel Macron, là, actuellement, en fait, n'ont jamais été là, et que ce que vous regardez là, c'est quelque chose qui a été fait par IA, par les Russes. C'est une catastrophe. Si moi, demain, j'étais communicant de la Macronie, je me dirais, mais attendez, le mieux qu'on puisse faire là, c'est de rien commenter, de presque rien en dire. Si quelqu'un pose la question, de faire une petite réponse en rigolant et de pas en parler plus. Si je peux être honnête, je pense que c'est de l'amateurisme. Je pense qu'il y a une réalité qu'on sous-estime, en fait. C'est à quel point, même au sommet de l'État, les gens s'entourent pas forcément des meilleures personnes. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, il est quand même un peu en fin de règne, quoi. Je sais pas comment est constitué son entourage, mais il y a quand même pas mal d'éléments qui tentent à montrer que professionnellement, on n'est pas sur les flèches les plus affûtées du carquois. La com de Macron, en début de quinquennat, c'était des masterclass. J'aimais pas Macron, mais sa com politique, elle était impressionnante. La manière dont il arrivait à bouffer ses adversaires, la manière dont il arrivait à planter des couteaux dans le dos quand il le fallait, à mettre l'attention sur un sujet pour détourner l'attention d'un autre et tout machin. Ils avaient une gestion vraiment médiatique qui était impressionnante. Et alors, plus ça avance, plus c'est vraiment, mais juste, t'as l'impression, un stagiaire, quelque part, sur un vieux Mac, là, comme ça, là, un Mac de riche, là, tu sais, un Mac de riche, comme ça, en train de boire un café dans un verre trop grand, et qui fait juste n'importe quoi. Ça aurait été pris par un mec random avec son téléphone. Ils auraient dit c'est faux. Bon, pour prouver la véracité des images, ça aurait été compliqué. Mais là, c'est fait par une agence de presse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les types, déjà, ils ont dû faire un communiqué en disant ah non, excusez-moi, on diffuse pas des fake news parce que c'est leur éthique professionnelle qui est remise en question. Et tous les journaux qui voulaient vérifier l'information, ils avaient en face une agence de presse qui pouvait leur donner absolument tout ce dont ils avaient besoin pour leur prouver que c'était bien arrivé. Je soupçonne que même les télés n'en auraient pas tellement parlé au départ. Parce qu'ils auraient juste fait genre, ouais, bon, c'est pas, tu vois, c'est pas très net, on comprend pas trop. Est-ce que, tu vois, ça fait vraiment information de traiter ce sujet-là? Même une rédac genre CNews, peut-être, ils en auraient fait un live de 6 heures avec un plateau, tu vois, mais c'est CNews. Mais le reste, je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est la séquence politique derrière qui commence donc avec ce mensonge, cette fake news qui est portée par l'Élysée en personne, qui va amener une explosion de l'information dans le champ médiatique par le biais de cet effet Streisand où les gens, en voyant qu'on a voulu leur cacher quelque chose, vont se dire « mais on nous a caché ce truc, ça veut dire que c'est important », donc ça va monter en épingle. Et ça nous amène à une situation surréaliste où cette séquence qui aurait dû faire les dernières minutes d'un JT ou un moment un peu rigolole à la quotidien, vous savez, où on met comme ça ces petits moments et puis ah mais on se demande bien ce qui s'est passé et on repasse en boucle avec une musique à la con, c'est devenu quelque chose qui a déchaîné les passions jusqu'à la presse internationale. Le monde entier en a parlé et ça a totalement dégénéré bien plus fort que s'ils avaient simplement laissé l'actu exister. Et Macron a fini par devoir s'exprimer. Alors, je vous ai trouvé une interview BFM qui parle du sujet. Moi, je vous dément rien du tout. Je vous dis juste que, voilà, tout ça est un peu dans le monde où on vit. Je pense que on n'a pas tellement de temps à perdre. Et je vois beaucoup de maboules passer leur journée à expliquer sur toutes ces vidéos des interprétations, je vous le dis. Maboule, c'est insupportable. Pardon. Il a beaucoup fait ça, Macron. Il utilisait des mots genre la poudre de perlimpinpin et patati et patata pour essayer de détourner l'attention du fond d'une affaire en concentrant l'attention sur la forme. Donc là, je pense que c'est volontaire s'il utilise le mot maboule. C'est pas que c'est un mot qu'il utilise dans la vie de tous les jours, mais c'est une manière de faire parler d'autre chose que, je pense, ce qui embarrasse le plus l'Élysée, qui au final moins peut-être cette histoire de gifle maintenant, que le fait qu'ils aient menti. Mais vous allez voir que niveau journaliste, le mensonge, ça les intéresse moins que le contexte de la gifle, et c'est surtout de ça qu'on lui parle pour savoir ce qu'il a à en dire. Moi, ça fait 3 semaines. Si vous faites l'agenda international du président de la République française, de Kiev à Tirana jusqu'à Hanoï, il y a des gens qui ont regardé des vidéos et qui pensent que j'ai partagé un sac de cocaïne, que j'ai fait un mano à mano avec un président turc et que là maintenant je suis en train de
d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Rien de tout ça n'est vrai, pourtant ces 3 vidéos sont vraies. Dans un sens, ce qu'il dit est vrai, c'est-à-dire qu'il est sur une espèce de tournée internationale où effectivement, il y a eu 3 grosses fake news qui ont, enfin en tout cas 2 grosses fake news qui ont circulé. Donc la fake news du sac de cocaïne, en gros Macron qui est debout en train de parler avec un autre dirigeant et sur la table il y a un petit truc blanc et les complotistes ont dit regardez c'est des sacs de cocaïne, ils s'en sont pas rendus compte, ils ont diffusé une photo machin etc. Apparemment c'était tout simplement un mouchoir et rien ne démontrait justement que c'était de la cocaïne. Et l'autre affaire, c'est il est en train de serrer la main, donc c'est le président turc, c'est ça, il est en train de lui serrer la main et les gens étaient en train de regarder, ils disaient regardez comment le président turc lui tient le petit doigt, ça c'est une clé turque de domination, ils sont en train de se faire un bras de fer des mains et tout machin, mais genre un truc de ouf, tu vois, c'est parti dans tous les sens, etc. Et le problème des complotistes, c'est ça moi qui m'insupporte avec le complotisme, souvent on prend le complotisme à la rigolade, vous savez en mode ah c'est trop drôle là je ne contracte pas, machin et tout, et pour se moquer vous voyez, mais en fait ce qu'on comprend pas, c'est que l'existence du complotisme, à partir du moment où ça infuse dans une sphère médiatique et politique, ça devient possible pour tout dirigeant politique comme Emmanuel Macron de manipuler la vérité en disant quand une véritable affaire arrive, non mais regardez, il y a plein de fake news sur moi, donc ça c'est une fake news. Sauf que là, il y a un vrai truc qui arrive au départ. Il y a une image qui est ensuite extrapolée, etc. et tout. Mais le problème, c'est que la Macronie a dit que l'image était fausse, qu'elle avait été faite par IA. Et c'est là où il y a un gros souci, c'est que la personne qui a créé la fake news dans cette affaire spécifiquement, c'est pas Internet, c'est Macron. Ce qui m'importe, c'est qu'on ait aussi un rapport à l'information et à la vérité pour nos compatriotes. Parce que sinon, tout ça tourne. Je parle pas de vous, je parle après de l'usage qui en est fait dans les réseaux et la manière de détourner une vidéo. Et parfois, chez certains aussi, de la déformer. On rajoute parfois des petites cuillères, j'ai découvert les choses à cette occasion. À un moment, si tu veux défendre le rapport à l'information et à la vérité, du coup, c'est quand même mieux de pas participer toi-même à la catastrophe en mentant. Oui, ce qu'il dit est vrai, mais le problème, c'est qu'il est l'artisan de ce qu'il dénonce. C'est absurde. Et en fait, si vous voulez, ça désigne exactement tout le problème qu'on a autour des fake news. À l'époque où j'étais dans la recherche, j'avais écrit un article sur les fake news où j'expliquais exactement ça. Je disais, aujourd'hui, le fait est qu'on est toutes et tous d'accord pour dire il y a un problème avec les fake news et il y a un problème avec l'information. Ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est circonscrire les fake news. C'est dire clairement, mais en fait, d'où viennent-elles et comment circulent-elles? On a l'impression, quand on écoute les gouvernants, que les fake news viennent toujours d'une espèce de complosphère mystérieuse qui serait perdue sur Internet ou alors des opposants politiques et qu'elles ne viennent jamais d'eux-mêmes. Maintenant, quand vous regardez la communication de l'ensemble des partis politiques, vous vous rendez compte qu'ils se sont habitués et depuis longtemps à mentir et à jouer avec la vérité. Donc, on a un énorme problème quand il s'agit de circonscrire les fake news, c'est que en réalité, les personnes qui sont censées légiférer dessus sont en partie productrices de fake news. Mais j'irai même un peu plus loin. J'irai même sur les médias. Aujourd'hui, on a un problème qui est que la majorité des médias, d'une manière ou d'une autre, ont déjà relayé des fake news, ont déjà fait circuler des fake news. Je pense à une affaire comme l'affaire de la Piété-Salpêtrière à l'époque, c'était sous la Macronie. On est pendant les Gilets jaunes. Il y a le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui s'appelle Christophe Castaner, qui vient dans tous les médias pour dire « Regardez, un groupe de Gilets jaunes est rentré dans le service d'urgence de la Piété-Salpêtrière et il a mis en danger, et ils ont mis en danger la vie des malades. » Tous les médias ont repris cette affaire. Tous les médias en ont parlé, tous les médias ont relayé le discours. Sauf que c'était une fake news. C'était une fake news politique, défendue par la Macronie, qui a ensuite été repris massivement par les médias. Et ces médias-là, on les accusera pas d'être des producteurs de fake news comme on accuserait Internet de l'être. On va pas dire du Monde, ah c'est le premier grand producteur de fake news. Mais le fait est que parfois le Monde aussi diffuse des fake news. Et donc on a un problème avec ça, c'est que on doit trouver un système où on peut établir ce qu'est une fake news et ce qui ne l'est pas, sachant que les politiciens et finalement les médias sont un peu mouillés là-dedans. Donc si on dit on va créer un groupe de médias qui va dire c'est quoi les fake news, ça va être, on va prendre quoi, Le Monde, Le Figaro et je sais pas, Mediapart, et ils diront ça c'est une fake news, ça c'en est pas. Mais ils vont toujours taper hors de leur propre cercle sans jamais regarder, sans jamais nettoyer devant leur porte, quoi, si vous voulez. On a un souci, quoi, c'est que la vérité aujourd'hui est un enjeu politique. La vérité est un champ de bataille où différentes forces sont en permanence en train de s'affronter, et finalement tout le monde est un peu responsable quand même de cette situation. Et tout le monde est un peu responsable de cette circulation de fausses informations, et à chaque fois qu'on essaye de légiférer là-dessus, au final, on en revient à donner
un pouvoir dominant dans un champ informationnel à un groupe sans avoir la garantie que les personnes qui vont avoir ce pouvoir-là vont en faire bon usage. Donc voilà, on a Macron qui s'est exprimé sur l'affaire. On voit que il a une ligne de défense plutôt bien ficelée, mais trop tard. Trop tard. Au final, cette ligne de défense, elle aurait très bien marché et elle aurait largement suffi s'ils avaient juste dit ça. Mais trop tard, en fait, parce que comme ils ont commencé par mentir, comme ils ont commencé par une fake news, forcément, ça a donné la sensation qu'ils avaient profondément quelque chose à cacher, que c'était quelque chose de très très honteux. Et ça a donné lieu à toutes sortes d'extrapolations. Ça a été littéralement la foire à la saucisse. Tous les médias se sont jetés sur l'occasion d'en faire, disons, des interprétations au mieux. Alors j'ai trouvé parmi les plus farfelus le New York Post. Le New York Post a embauché un lecteur labial pour pouvoir lire sur les lèvres du couple et savoir ce qu'ils se sont dit. Je ne sais pas si vous réalisez. Non seulement tous les médias ont fait des unes, mais il y en a un qui allait littéralement embaucher un mec pour lire sur les lèvres d'Emmanuel Macron et Brigitte Macron quand ils descendaient de l'avion pour savoir ce qu'ils se sont dit. Évidemment, le New York Post n'est pas le journal le plus fiable du monde, hein, c'est un journal populiste, pro-Trump, qui est très très habitué aux fake news, donc ce qu'ils vont en sortir n'a absolument aucune valeur. Je vous lis quand même un morceau de l'article parce que c'est hilarant, mais en haut de l'escalier, l'ambiance se refroidit de nouveau. Macron lui tend le bras. Elle l'ignore, s'accrochant plutôt à la rampe. En passant, elle semble murmurer « Dégage, espèce de loser !» Quelques instants plus tard, le lecteur labial affirme que Macron a dit « Essayons, s'il te plaît !» Elle répond alors « Non ». Littéralement, les gens sont en train d'écrire une fanfiction. Là, littéralement, c'est ça. C'est un journal national est en train d'écrire une fanfiction sur ce qui s'est passé dans cet avion. Ça me fait mourir de rire. Hein. Vraiment, je trouve ça complètement fou. Et en parallèle, Internet a plus ou moins explosé. Alors, si vous allez sur TikTok, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Les gens reconstituent la scène avec des IA. Certains en ont fait des dessins animés où ça commence dans l'avion puis ça finit en match de MMA. On a vraiment le pire d'Internet qui est en furie, mais pas que. Vous allez voir, j'ai trouvé une émission qui résume un peu les différentes réactions médiatiques qu'il y a eu autour de l'affaire. Ah oui, le geste est évidemment du pain béni pour les détracteurs du président qui vont se délecter de commenter négativement la scène avec plus ou moins d'humour. Cet internaute proche de l'extrême droite de nous dire qu'elle a réalisé le rêve de la majorité de Français. Discrédit à jamais, humiliation, crie cet autre anonyme. Mais il y a eu évidemment aussi des réactions politiques et la vice-présidente du Rassemblement national n'y va pas avec le dos de la cuillère. Pour elle, c'est même la fonction présidentielle qui est emmenée dans les tréfonds de l'indignité. Des réactions en France bien évidemment, mais également à l'étranger. En Russie, par exemple, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères va nous dire ceci dans un post Telegram. Qu'est-ce que ce sera cette fois? La première dame a voulu remonter le moral de son époux en lui caressant doucement la joue, mais a mal calculé sa force. Elle lui a donné un mouchoir, mais c'est raté. Ma suggestion, peut-être, s'agissait-il des mains du Kremlin. Le plus intéressant là-dedans, pour moi, c'est la proportion. Je rappelle que tout ne peut pas être le centre de l'actualité. L'actualité, finalement, c'est notre attention, et notre attention, elle est dirigée vers un nombre limité de choses. Et quand toute notre attention est dirigée sur une affaire comme celle-là, au final, elle ne l'est pas sur d'autres sujets beaucoup plus importants. Donc c'est un échec. C'est forcément un échec collectif qu'une affaire comme ça prenne des proportions pareilles. Je vais revenir à la citation du début d'Élisée Véron qui disait, je le rappelle, que les événements sociaux n'existent que dans la mesure où les médias les façonnent, qui ne sont en rien des morceaux de réel que les médias amèneraient intacts jusqu'à nous. Ils sont des productions. Le problème, c'est qu'ensuite, ces événements sociaux et la manière dont ils sont produits déterminent notre rapport au réel. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'au final, ce que ça nous raconte, c'est que notre perception du réel, de ce qui est important, de ce qui constitue finalement aussi une partie de notre monde intérieur, quand on pense à l'endroit où on vit, quand on pense à l'actualité internationale, quand on pense à la politique, etc., est fabriqué par des séquences médiatiques comme celle-là. Et ça a des conséquences très graves. L'homme politique François Guizot disait, on était au 19e, ce n'est pas du tout pour procurer à quelques hommes l'agrément de dire leur avis qu'un peuple demande et défend la liberté de la presse, c'est pour se procurer à lui-même tous les moyens de connaître sur ses affaires la vérité et son intérêt. Ce que nous dit François Guizot, c'est que l'information, c'est un outil démocratique fondamental.
c'est par l'information que le peuple comprend ce qui se passe dans le pays qui est le sien. C'est par l'information, à la fin, qu'il décide pour qui il va voter et à qui donc il va transférer son pouvoir souverain le jour d'une élection. C'est par l'information qu'il va contrôler que ce pouvoir qu'il a transféré, il est bien utilisé et qu'il respecte les attentes, un espèce de contrat moral qui a été fait entre la personne qui vote et la personne qu'elle élit. C'est central, en réalité, la circulation de l'information. Et ce qu'on va mettre dans l'information va forger notre réalité. Et cette séquence médiatique, elle montre énormément de choses. Elle montre d'un côté que dans notre flux d'actualité, eh bien, il y a une hiérarchie de l'information qui ne fonctionne plus. On a une hiérarchie de l'information qui va cacher ou invisibiliser plutôt des faits extrêmement importants pour les faire passer derrière du ragot, de la rumeur, du fait divers, des choses qui sont finalement assez peu intéressantes si on réfléchit du point de vue de nos affaires, notre intérêt et notre vérité. Qu'est-ce que ça nous dit sur nos intérêts nationaux, cette affaire? Pas grand-chose. Vraiment, pas grand-chose. Je dis pas qu'il fallait pas du tout en parler, mais ça aurait dû être très 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 bas dans la hiérarchie médiatique. Ça aurait pas dû exploser à ce point-là. Le fait que ça a eu cette importance, le fait que ça a eu cet impact-là, ça montre déjà une déviance au sein du système médiatique. Mais à ça, il y a un deuxième problème qui s'ajoute, et c'est le mensonge. On ne peut plus accepter que le mensonge soit aussi ordinaire. On nous a montré une séquence médiatique où, les yeux dans les yeux, le président de la République et ses communicants se sont foutus de nos gueules et on ne s'en indigne presque pas. Ce qui ne ressort pas dans les différentes réactions que j'ai eues à cette affaire, c'est une profonde indignation vis-à-vis du mensonge. Parce que c'est ça le plus grave dans cette affaire, hein. C'est pas ce qui s'est passé au début, sur lequel, je le redis, finalement, on n'a pas grand-chose à dire. Le problème, c'est la fake news avérée de l'Élysée. L'Élysée savait pertinemment que c'était pas une fausse vidéo russe faite par IA, et ils ont quand même raconté ça. Donc, quand ils ont fait ça, ils ont mis en place une stratégie volontaire, une stratégie réfléchie de désinformation. Ils ont donc menti, et on en a la preuve. On a la preuve d'un mensonge d'État. Et en fait, tout le monde s'en fout, personne ne réagit. Et je trouve que c'est très grave, parce que si on reprend la définition de l'importance de l'information selon François Guizot, ben en fait, on n'est pas juste en train d'absoudre un rapport à l'information. Ce qu'on est en train de détruire, c'est un rapport à la démocratie même. Et ça, une fois que c'est défait, c'est défait. Ce que l'affaire montre dans son ensemble, c'est qu'une fois qu'il y a un climat de défiance, on ne sait plus où situe le vrai du faux. Et il y a une circulation d'imaginaires qui sont hyper toxiques, où on pense toujours que les informations qu'on nous donne sont manipulées, faussées. Et donc, même quand on nous informe, on pense être désinformé. À partir de là, comment tu construis une démocratie ?